Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Nouvelle Donne avec la question qui brûle désormais les lèvres de tous les Congolais, à savoir quid de la mise en œuvre de l'accord politique issu du dialogue politique national inclusif de la Cité de l'Union africaine. En tout cas, les signaux forts, très attendus, ne sauraient tarder. Ça sera la toile de fond et ses implications dans cette édition des Nouvelles Donnes avec l'invité politique de ce soir que vous pouvez déjà apercevoir sur votre petit écran. En l'occurrence, ici et maintenant, 60 minutes de débat avec lui, les députés nationaux élus des Kabongo, pour qu'ils ne savent pas toujours la géographie de notre pays, c'est dans la nouvelle province des Kamina. L'invité de ce soir, son nom tout de suite, Stanley Mbayo Pelessa. Il est donc député national. Et sans tarder, le voici dans ses analyses, dans ses réflexions, dans ses commentaires dans un instant. Monsieur Stanley Mbayo Pelessa, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans la grande famille des Nouvelles Donnes. Ça faisait bien longtemps, des années que je vous attendais. Vous voici en plateau avec moi pour débattre des sujets d'actualité qui concernent la marche de notre pays. Alors tout de suite, la question qui vous est adressée, puisque vous êtes député national, comme je le disais à l'instant, élu du Kabongo, vous êtes président national de votre propre parti, à savoir le mouvement des indépendantistes réformateurs, MIR en abrégé, et vous faites partie de la majorité présidentielle. Les Congolais se demandent maintenant, qu'en est-il de la mise en œuvre de l'accord politique issu du dialogue politique national qui a tenu ses assises dernièrement à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Quels devraient être les signaux forts de la mise en œuvre de cet accord? Les Congolais attendent de voir déjà la mise en place du comité de suivi, mais aussi et surtout du gouvernement ici avec les premiers ministres qui sera désigné. Monsieur Mbayo Pelessa, quelle est votre lecture sur ces enjeux politiques? Merci beaucoup, Monsieur Kalunga. Vous savez, vous faites toujours peur. Hein? Nous vous suivons quand vous harcelez notre grand frère Lambert Mende, alors que c'est une tête couronnée chez nous. C'est comme ça qu'on est en train de vous éviter. Mais bon, la question étant beaucoup plus pertinente, nous avons accepté d'apporter notre pierre à ces débats-là. L'accord a été signé, c'est vrai. Nous saluons l'accord. Ça a été un effort déjà d'apaisement. C'est le premier pas vers l'apaisement tant recherché par tout le monde. Et les acteurs politiques se sont mis d'accord sur beaucoup de choses, nous de la majorité et de la société civile et de la frange de l'opposition qui était là. C'est une opposition non la moindre. Et qui était là, nous sommes d'accord, quoi qu'on dise. Mais je vois les gens sont beaucoup plus accrochés à la mise en œuvre de l'article 17. Les Congolais sont impatients. Oui, de l'article 17. Ils ont toujours été impatients, mais bon, ça ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. Il ne faut pas confondre la précipitation avec la vitesse. Ça va être appliqué, ça ne va pas être appliqué. Non, le chef de l'État, il est respectueux des textes légaux. Je pense que vous n'avez jamais suivi quelqu'un ou une institution ou une organisation internationale qui lui fait des reproches quant à ce.
L'accord lui a été déposé le 24. Le président de la République, c'est une institution, donc sans état d'âme. C'est quand elle a été saisie que la computation a commencé, encore que dans l'accord on n'a pas précisé. Dans la computation, les règles disent on compte à partir du jour du dépôt, jusqu'au jour où on compte un jour après le dépôt. Ça n'avait pas été défini. La réception par le président de la République et non la signature non, je ne suis pas là. La signature, ça c'est une chose. Mais les chefs de l'État, non, ça on avait résolu ce problème depuis. On leur avait dit non, c'est une institution. Quand est-ce que vous saisissez une institution? C'est quand vous lui déposez les documents. Ok, là nous étions tous d'accord. La computation, nous sommes presque au terme de la computation. La mise en œuvre va commencer. Mais il ne faut pas oublier que les dialogueurs, si on peut les appeler comme ça, de l'OIA, à l'article 27, ils avaient laissé une ouverture pour que ceux qui n'avaient pas pris part à ces dialogues puissent avoir le temps de venir signer. Et il y en a qui ont signé. Il y en a aussi. Venant du rassemblement. Oui, ils sont venus signer. Rejoint l'accord politique. Il y a une autre frange du rassemblement qui a voulu carrément que ça se passe par un cahier de charges. Bon, le chef de l'État, dans cette cacophonie, il y en a qui viennent signer sans condition, il y en a qui disent qu'ils ont des conditions à donner, et il donnera une mission, il essaiera, et heureusement que ça a réussi, il donnera une mission de bons offices à la SENCO. Pourquoi j'ai dit qu'il avait essayé? Quand le chef de l'État consulte les gens pour le dialogue, il leur dira, à 56 ans de l'indépendance de notre pays, nous sommes matures, nous pouvons parler entre nous. Mais l'IDPS et l'opposition dira non, on ne peut pas avoir un dialogue sans la facilitation internationale. Quoi qu'ils ne soient pas acteurs de la vie internationale au niveau des Nations Unies, mais ils avaient écrit quand même. Et les Nations Unies posent la question à l'ère sociétaire. Donc, le chef de l'État qui représente la République démocratique du Congo, il dira non, mais tant mieux, j'accepte. Et les Nations Unies proposeront Djinit, l'Algérien. L'opposition dira non, Djinit a échoué même au Burundi, on n'en veut pas. Alors, les Nations Unies se diront, mais écoutez, ils nous ont demandé un devoir, nous l'exécutons, ils refusent. Bon. On a une organisation régionale qui est l'Union africaine. Peut-être que l'Union africaine peut comprendre la mécanique de la réflexion de ces messieurs-là de l'Afrique centrale. C'est comme ça que l'Union africaine va désigner Denkodjo. Ils refuseront encore. Bon, qu'à cela ne tienne, on ne devait pas tourner en rond, on a évolué avec ceux qui sont venus, et ainsi de suite. Dans la mesure où ils avaient refusé à l'Union, le facilitateur des Nations Unies, ils refusent celui de l'Union africaine, c'est comme ça que le chef de l'État revient à la case de départ. Il dit, bon, on donne à la SENCO, comme ça entre nous, ils comprendront qu'on est adulte. Laquelle SENCO, soit dit en passant rapidement, on a déjà claqué la porte du dialogue, la cité de l'Union africaine. Bon, on donne à la SENCO, et la SENCO est allée vers le rassemblement, et nous attendions... Et il n'avait pas signé l'accord politique. Oui, nous attendons, ce serait une occasion aussi de signer peut-être. Et voilà. Nous attendons, vous voyez la sagesse du chef de l'État. L'enfant prodigue, on le responsabilise, alors il va chercher d'autres enfants prodigues. Alors, nous attendons, il devait déposer il y a 2 jours le rapport qui comporte les desiderata de la partie du rassemblement qui n'a pas signé l'accord sans condition. Celle dite radicalisée. Bon, je ne peux pas les caricaturer parce que nous devons favoriser l'apaisement et arriver à une solution. Alors, je crois maintenant la SENCO va donner leur cahier de charges qu'on va examiner et peut-être ensemble avec eux. On peut les appeler et puis bon, la majorité est là et les amis avec qui on était au dialogue sont là. Peut-être qu'ils vont demander la même chose qui est dans l'accord, mais en des termes différents peut-être. Alors on va trouver
un terrain d'attente, on pourra évoluer. Mais dans tous les cas, la mise en œuvre, c'est déjà maintenant. Parce que je pense, si nous n'avons pas un Premier ministre, nous aurons un informateur. Hein, parce que, vous savez, la majorité que nous avons, c'est la majorité parlementaire que nous avons aujourd'hui, elle est constituée de la majorité présidentielle et de notre allié qui est les Palous. Ok. Alors, il est toujours impérieux de voir aussi l'attitude de notre allié. Est-ce qu'il accepte que nous puissions prendre un Premier ministre qui vient d'ailleurs? Mais la mise en œuvre, c'est maintenant. Permettez de vous interrompre, monsieur Mbayou Stanley, s'agissant d'abord de cette mission de la CENCO que le président de la République vient de confier à la CENCO et dont le rapport est attendu du côté du président de la République. Est-ce que cette mission va aboutir dans la mesure où l'UDPS et les rassemblements réunis continuent de camper sur leur position, à savoir qu'ils ont tracé une ligne rouge, comme ils disent, et le 19 décembre 2016, d'après eux, le président Kabila doit quitter le pouvoir et immédiatement mettre en place un régime spécial. Est-ce que vous y voyez, vous, une issue dans la manière de concevoir les choses de la part de l'UDPS et du rassemblement appelé à rejoindre l'accord politique qui reste ouvert? Monsieur Stanley Mbayou. Par expérience, parce que bon, j'ai dit par expérience, je suis un praticien des droits, je suis avocat, je sais ce que c'est les négociations. Tant mieux pour nous. J'ai travaillé au cabinet du chef de l'État, j'étais conseiller chargé de l'éducation et de la santé il y a bientôt une dizaine d'années. Donc par expérience, dans les négociations politiques, ce qui s'est dit à haute voix et ce qui s'est fait réellement, il y a un écart. Donc, ce que nous devons considérer, pas les communiqués qu'on fait pour la masse, ce que nous devons considérer, ce sera les rapports contenus dans ce qu'ils ont, les rassemblements aura donné à la CENCO. Tout simplement, ayant parlé avec une institution aussi importante que celle-là, ils ne peuvent pas divulguer leurs demandes qui sont là. Donc, ce qu'ils ont fait... C'est-à-dire qu'entre-temps, les DPS et le rassemblement, par rapport à la consommation de l'opinion, continuent de monter les enchères? Je crois, pour répondre par une illustration, pour bien comprendre, Eden Kodjo vous dira ceci, qu'il ne comprenait pas une chose chez les politiciens congolais. Quand il parle avec eux, ils sont d'accord. Quand ils sortent devant les journalistes, ils disent une chose. Quand il leur fait un coup de fil, ils lui disent non, écoutez, c'est ce que la population veut, j'ai parlé, mais je suis avec vous. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans ces débats, mais nous attendons. Bon, je ne vais pas être très sévère en jugeant. Hein, ce qu'il y a, ils ont donné un cahier de charges à la CENCO. La CENCO a dressé un rapport qui va déposer auprès de celui du mandant, celui qui leur a donné mandat de faire la mission des beaux offices, et c'est alors seulement que nous allons découvrir réellement ce qu'il en est. Mais, qu'à cela ne tienne, il ne cesse de parler de la ligne rouge. Mais cette ligne rouge... Est-ce que les institutions en place cesseront d'exister? Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. etc. Cette ligne rouge est anticonstitutionnelle. Ça n'existe pas dans la Constitution. Ils vont même plus loin en vous disant qu'ils ont besoin de mettre en place un régime spécial. Ok, quand vous mettez un régime spécial, c'est-à-dire nous allons suspendre cette Constitution, monter un acte, ok, de transition pour gérer le régime spécial qui n'est pas prévu par la Constitution, et que à l'issue de cet acte de transition, parce que c'est un acte de transition, il ne pourra pas gérer la 4e République. C'est que nous allons, sur quelle base juridique? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand il vous parle d'un régime spécial, c'est-à-dire
on doit arrêter, on doit suspendre cette constitution, avoir un avec acte, toutes les conséquences, avoir un acte de transition et puis organiser un référendum. Hein, c'est ce que ça veut dire sur le plan de droit. Mais ces histoires-là, ça ne s'appelle pas ligne rouge. Si telle est leur volonté dans les négociations, nous allons voir. Nous allons voir. Le chef de l'État va voir comment lever les options. Ok, il peut lever... Permettez, pour que ce soit clair dans la tête des Congolais qui vous regardent en ce moment attentivement, M. Mbayo, quand vous parlez comme ça, hein, reprenant leurs exigences, ou leurs dernières exigences, on va aller, quand vous dites, bon, on va négocier, c'est-à-dire qu'on va aller avec l'IDPS et le rassemblement dans un deuxième dialogue, comme ils exigent. Il n'y a pas un deuxième dialogue, ça c'est exclu. Ok? Il y a la Senko qui a. Vous dites qu'il n'y aura pas un autre dialogue, non, donc un deuxième. Il n'y a pas un deuxième dialogue, mais les gens peuvent se parler, parce qu'il y a une mission des beaux offices. Les beaux offices, c'est-à-dire quoi? Hein? C'est-à-dire, on envoie quelqu'un, vous voir, ok, avoir vos positions. Quand vous avez ces positions-là, ça rentre par ici, et l'autre donne sa position. Vous pouvez discuter un tout petit peu. Ce ne sera pas un dialogue avec un facilitateur, avec tout ça, non. On a l'accord qui est là, ok. On voit leur requête par rapport à l'accord qui est là, parce que nous avons signé un accord que nous devons respecter. Mais s'il y a des petites choses que nous pouvons nous concéder pour avoir un large... C'est-à-dire certains amendements à l'accord, apportés à l'accord? Ça, c'est pas moi qui dois les dire. Moi, j'ai dit seulement, s'il y a des points de convergence pour lesquels on peut se mettre ensemble, alors, les décideurs, parce que là, il y a les deux comodérateurs qui doivent répondre à la question que tu me poses. Moi, je parle politique. Alors, parce que l'objectif, c'est l'accord lui-même qui nous donne l'article, le point 24, qui vous dit l'accord reste ouvert aux autres. Tout à fait. Bon, il peut venir pour signer l'adhésion ou demander certaines choses, et dans la mesure du possible, c'est comme ça qu'on avait besoin du comité de suivi aussi. Dans la mesure du possible, il y a le comité de suivi qui peut voir, parce qu'on a besoin certes de larges consensus, on est en politique, la politique régente tout, et on peut trouver les voies et moyens dans la mesure où on n'énerve pas les dispositions législatives et constitutionnelles de notre arsenal juridique. Donc, nous attendons la mise en œuvre, nous allons commencer la mise en œuvre sans faute, le chef de l'État l'a dit, il a annoncé officiellement, on commence la mise en œuvre, mais la mission de la Senko, c'est lui qui leur a donné cette mission de beaux offices, il attend les résultats, quand ils ont les résultats... Et rapprocher les points de vue des uns et des autres. Vous savez, les fédérateurs, on va trouver une solution, il faut lui faire confiance. Nous avons eu des moments très difficiles d'ailleurs, des négociations avec les gens armés, auxquels on avait trouvé des solutions. Ici, ce sont les négociations politiques. M. Mbayo, est-ce que les exigences encore nouvelles de l'IDPS, du rassemblement, consistant à dire que les institutions en place deviennent illégales, illégitimes, le 19 décembre 2016. Et vous savez, ça j'ai suivi dans le communiqué de leur réunion du week-end passé, mais c'est incongru. Parce que, par exemple, pour l'Assemblée nationale, c'est en mars, le 17 mars, que normalement... Fondé ou pas fondé? Non, j'en viens, j'explicite. Le 17 mars, les députés auront fait 5 ans à l'Assemblée. Ce n'est pas au mois de décembre. Et à l'issue de ces 5 ans-là, la Constitution dit que les députés restent en fonction jusqu'à l'installation des députés élus. Les sénateurs, c'est depuis 2011 qu'ils avaient épuisé leur mandat et ils sont là du fait de la loi, de la Constitution. Ils sont dans les glissements. Non, c'est... les termes en vogue. Et ils sont déjà dans les glissements. C'est un terme péjoratif. J'en viens, c'est un terme péjoratif qui désinforme ou même acculture notre jeunesse. Ah bon? Parce qu'on devait dire aux gens, le mandat a pris fin, mais c'est par la légalité
que le mandat se poursuit, que de parler des glissements. Ce sont les termes terre à terre. Parce que quand nous communiquons, il faut que les étudiants qui nous suivent gagnent quelque chose qui peut les aider et non pas de rabaisser les débats, même si on est docteur en droit non écrit. Hein, le droit coutumier, c'est un droit non écrit. Mais je pense qu'il y a des jeunes gens autour qui ont quand même appris, qui peuvent donner les termes à ces aînés-là du rassemblement. Donc, dire que les institutions seront illégitimes, non. La Constitution prévoit que ces institutions restent. Et vous avez un cas d'école avec les assemblées provinciales, avec les Sénats. S'agissant du chef de l'État, l'article 70. D'ailleurs, ça commence à l'article 69. L'article 69 vous dit que le président de la République assure la continuité de l'État. L'article 70 vous dit à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Alors, il y en a qui vont se poser la question, quand est-ce qu'on installe le président élu? Vous descendez à l'article 74, on vous dit le président élu est installé dans les 10 jours qui suivent la publication des résultats définitifs. Qui publie les résultats définitifs? C'est la Cour constitutionnelle. Quand bien même on aurait organisé les élections dans les délais constitutionnels, quand bien même la CENI aurait donné les résultats provisoires, ok, le président de la République resterait toujours en fonction. Et s'il y aurait un contentieux électoral du type contentieux électoral Al Gore-Bush aux États-Unis, là où on avait procédé au recomptage des voix, chez eux, avec les routes, la logistique, tout, ça leur avait pris un mois. Rassurez-vous qu'ici, ça peut vous prendre une année, ok? Le président de la République restera en fonction de l'article, en vertu de l'article 70. Et il peut se faire que la Cour constitutionnelle estime que ces bulletins, il y a un bon nombre de parties de bulletins de vote qui ne sont pas arrivés, si bien que la Cour ne peut pas trancher, elle annule le scrutin, le président reste, vous reconvoquez d'autres. Donc, les gens ne doivent pas s'amuser avec le feu, hein, raconter des choses. Donc, quand on est ignorant, quand on a des limites, on s'adresse à d'autres personnes qui peuvent vous éclairer un tout petit peu. Moi, je pense... Agir ici de la part de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, les rassemblements équivaut à vous suivre de près, M. Salem Bayo, équivaudrait à retarder les processus des élections, en fait, non? Bon, voilà, et à supposer, hein, oui. À supposer... Et favoriser les fameux glissements. Donc, non, je ne vais pas parler des glissements. Bon, disons, seulement je pouvais dire, c'est-à-dire, si ils ne mettent pas de l'eau dans leur vin, s'ils ne se conforment pas à la loi, c'est qu'ils vont contribuer, ils ne vont pas contribuer à la mise en œuvre des conditions susceptibles de permettre l'organisation des élections. Il y a des conditions de sécurité. Consciemment ou inconsciemment? Bon, très difficile. Je ne suis pas psychologue pour voir ce qui est dans leur tête. On va considérer leurs agissements. Mais peut-être que c'est fait inconsciemment. Vous voyez, Étienne, il a une expérience politique, même bon, pour quel résultat? Einstein, c'est un savant qui a donné la théorie de la relativité. Il vous dit que c'est une folie que de faire la même chose et s'attendre aux résultats différents. C'est l'histoire des villes mortes, marches, tout ça sur la rue. Nous les avons connus depuis 1990 et à la fin, nous avons eu les tissus économiques détruits. Là où se trouve le marché de la liberté, il y avait une usine de montage de véhicules. Et nous avons eu 3 zones monétaires dans un même pays. Nous avons eu une économie délabrée, si bien que vers les années 97, quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir ici, c'était difficile d'ouvrir un compte en banque. Il fallait 50 000 $ pour avoir un compte en banque. Alors, on a reconstruit l'économie. Ils veulent encore détruire l'économie parce qu'avec ces histoires qu'ils ont fait dans les années passées,
ça n'a pas donné les résultats escomptés. Conséquences, pillage, tissu économique détruit, tout ça. Ils reprennent les mêmes histoires, ils pensent qu'ils vont arriver à un autre résultat, non? Einstein dit que c'est une folie. C'est pas moi, c'est Einstein. Que c'est une folie que de faire la même chose et s'attendre aux résultats différents. Alors, à vous suivre encore, d'après la réflexion que vous émettez, ça signifie que pour vous, comme pour beaucoup, que l'accord politique, celle de la cité de l'Union africaine, est la meilleure, on peut les considérer cet accord comme la meilleure fait des routes pour garantir la tenue d'élections, le processus électoral, M. Mbayo. Jusqu'à ce jour, ça a été le meilleur des accords jusqu'à présent. Mais une œuvre humaine a besoin d'être perfectionnée. Ok, elle n'a jamais été parfaite, une œuvre humaine. Bon, qu'à cela ne tienne, l'inclusivité était dans la convocation. Il y en a qui sont restés dehors. Ok, mais un bon père de famille, le chef de l'État est allé chercher la brebis perdue. Il en a 1000. Hein? Parce que nous sommes d'une culture chrétienne, la Bible vous dit, quelqu'un qui a 1000 brebis, quand il y a une brebis seulement qui est égarée, il va chercher la brebis égarée et la mettre. C'est comme ça qu'il a pris la Senko et allé chercher les autres. Parce que l'objectif ici, de ces dialogues qui a eu lieu, de l'accord... Il y aura été une grande avancée. Oui, de l'accord qui a été signé, ok, c'est d'arriver à un large consensus pour les élections apaisées. Si il y a la possibilité, parce que c'est l'article 24 de l'accord qui donne, d'amener les autres aussi à venir signer pour avoir un large consensus, ce n'est qu'une bonne chose. Et maintenant, quand ils vont arriver, parce que l'accord vous dit, disons, l'accord est assujetti aux dispositions législatives et constitutionnelles qui existent. Alors, quand on respecte la Constitution, il n'y a plus de 20 décembre, oui, parce que la Constitution résout déjà ces problèmes. Okay? Quand on respecte la Constitution, c'est que il n'y aura plus de régime spécial, parce que la question est déjà résolue par la Constitution. Bon, dans leur cahier des charges, peut-être qu'ils ont besoin de premiers ministres qui viennent. Bon, il y a les Vital qui ont beaucoup travaillé, ok, pour cet apaisement. Quand ils ont travaillé, c'est pour la nation. Bon, le débat sera à ce niveau-là, parce qu'on n'arrache pas au chef de l'État son pouvoir discrétionnaire. Donc, ceux qui étaient au dialogue peuvent dire, par exemple, hein, je ne sais pas, ils peuvent dire non, pour nous c'est vital. C'est du GEVAL, hein, rassemblement qui ont signé sans condition, ils peuvent avancer, par exemple, Willy Michiki, notamment que vous citez, il cite Willy Michiki, et ceux qui viendront par le canal de Senko, ils peuvent dire, par exemple, nous c'est Félix, ok, et il y aura peut-être d'autres opposants. Hein, Félix, oui, il y aura peut-être d'autres opposants de la diaspora. Bon, les Ngwanda, ils peuvent dire pour nous c'est Ngwanda, et le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire lui reconnu par la Constitution de regarder qui mettre, encore que, qui désigner, qui nommer, encore que le chef de l'État a la majorité parlementaire. Donc, vous ne pouvez pas lui forcer la main, parce que il doit donner son mot d'ordre à sa majorité. Je reviens encore avec vous dans les instants qui suivent sur cet aspect des choses. Mais maintenant, vous affirmez, vous avez donné vos éclairages, s'agissant de l'accord qui reste ouvert. Qu'est-ce que ça signifie exactement, un large consensus? Qu'est-ce que ça signifie exactement, le plus inclusif possible? Du point de vue de la sémantique, on y va un peu de diverses interprétations, monsieur Mbayo. Est-ce que chacun venant comme ça avec son interprétation, vu du côté surtout de l'IDPS et du rassemblement qui continue de faire la sourde oreille aux avancées, aux acquis de cet accord politique, est-ce qu'on ne fait pas du surplace finalement? On ne tourne pas en rond?
Bon, vous savez, c'est évident qu'on tourne en rond, mais nous voulons arracher la Libye au rassemblement. Vous vous souviendrez qu'au 30 juin de l'année passée, 30 juin 2015, M. Etienne Tshisekedi avait tenu une allocution. Avant, on disait les écrits restent, la parole s'envole, mais avec les réseaux sociaux, tout le monde a les discours d'Étienne, là où il invitait tout le monde à aller au dialogue convoqué par le président Kabila pour sauver la nation. Ça, c'est le 30 juin 2015. Un peu plus tard, son fils, Félix, il s'adressait à la dynamique de l'opposition. Il disait, à force de tout refuser, la dynamique va devenir dynamite. Allons au dialogue. C'est pour sauver le pays. Entre-temps, il y a eu Géval. Géval, les gens se réunissent en Belgique. Vous avez vu l'autorité morale de Géval. J'ai de la peine à citer son nom parce que c'est un repris de justice en Zambie, ici, partout. Donc, on parle de choses sérieuses. Et tout de suite, Étienne change. Il n'est plus pour le dialogue. C'est à telle période. Donc, vous sentez que il y a eu beaucoup de choses, mais dans la vision du chef de l'État, on doit arracher les alibis aux autres. Bon, on a convoqué les dialogues, ils ne sont pas venus, on a envoyé une mission, quand même là, de bons offices, quand même là, ça évolue. Alors, parce qu'on parlait du large consensus. Le large consensus, comme vous dites, ça ne peut pas avoir un sens univoque. Parce qu'un large consensus ne veut pas dire unanimité. Mais nous épuisons toutes les possibilités. Vous de la majorité présidentielle. Nous de la majorité présidentielle, nous épuisons toutes les possibilités. Encore que nous nous sommes sacrifiés. Normalement, c'est le poste de Premier ministre nous revient parce que c'est nous qui avons la majorité parlementaire. Et même ces gens-là qui viennent, qui ont besoin de ces postes. Bon, le chef de l'État peut dire, bon, écoutez, vous me faites pression, ok, je vous nomme. Quand il les nomme, si on arrive au Parlement, nous on refuse au Parlement, on ne vote pas pour le programme de ce Premier ministre, ce qui n'est pas investi. On reviendra sur ce détail. Est-ce que vous attendez une issue heureuse de la mission de la Cinco face au refus catégorique et aux exigences du genre ligne rouge de la part du rassemblement? Oui, je me disais, je vous ai dit ça d'entrée de jeu. J'ai suivi leur communiqué. Dans le communiqué, il y a beaucoup de théâtre. Quand ils vous disent, par exemple, pour les députés dont les 5 ans arriveront à terme au mois de mars, ils vous disent que c'est les 20. Il y a beaucoup de cas d'ignorance, de théâtre, mais il y a des éléments essentiels. L'élément essentiel de leur communiqué, c'était pour faire du théâtre envers leurs sympathisants, mais faire passer quand même un message important, qu'ils soutiennent la mission de la Cinco. Alors, ce qui est dans ces rapports-là, on ne peut pas le dire, c'est la Cinco. La primaire est réservée à celui qui a demandé la mission des beaux offices. Ne soyez pas surpris. Vous êtes en train de positiver que l'UDPS et le rassemblement, in fine, vont rejoindre l'accord politique de la cité de l'Union africaine? Positiver, non, je les prends comme nous leur avons envoyé la mission des bons offices. Comme dans leurs élucubrations, du moins sur ces plans-là, ils disent nous soutenons cette mission. Alors nous donnons encore la chance à cette mission qu'elle nous dépose les rapports. C'est dans ces rapports qu'on verra ce qu'il en est. Vous savez, les politiciens congolais, vous avez suivi ce que Kodjo a dit, ce qu'ils disent à la population et ce qui se trame entre politiciens, c'est tout à fait différent. Bon, sinon l'accord est là, ok, nous attendons qu'ils arrivent. S'ils ne venaient pas, mais le chef de l'État, quoi qu'il arrive, il a communiqué. Il a dit, il va procéder à la mise en œuvre. Je crois dès aujourd'hui déjà. Ça, il a communiqué aux membres du Conseil de sécurité qui étaient avec lui avant-hier. Vous faites un lien entre cette mission des beaux offices de la Cinco avec la mise en œuvre effective de l'accord politique? Je vous dis, la Cinco n'a pas encore donné les rapports. Mais le chef de l'État a dit qu'il va commencer déjà avec la mise en œuvre. Ok. Donc,
Il y a le pouvoir... Quels que soient les termes du rapport que lui apporte la CENCO? Non, on lui amène un rapport, il voit, parce que le président est respectueux de la Constitution, il voit ce qui n'énerve pas la Constitution. Et il va dire à la CENCO, ça c'est faisable, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, parce que ça viole la Constitution. Moi je suis le garant de la Constitution. Les garants du respect de la Constitution, c'est les chefs de l'État. Donc il dit, je suis le garant, ça je n'autorise pas, ça j'autorise, ça j'autorise. Dites-leur, est-ce que ça va comme ça? Si ça va, c'est bon. Pour ceux qui ne violent pas la Constitution, on peut aller ensemble. Mais s'ils disent, non, nous, cette Constitution-là, on la viole, le chef de l'État ne va pas violer la Constitution. Il en est le garant du respect de la Constitution. Alors, cette fois-là, bon, on a fait un effort. C'est leur liberté de venir ou de refuser de venir. Mais ils devront respecter les règles de la République. Et s'ils continuent de refuser, pour reprendre votre terme, on va les attendre comme ça, non, éternel. Non, je vous ai dit ceci. Le chef de l'État, sans même que la CENCO ait déposé son rapport, il vous a dit aujourd'hui, là, il a dit à la délégation du Conseil de sécurité qu'il va commencer la mise en œuvre de l'accord aujourd'hui. Mais si dans leur c'est-à-dire dans les délais consignés dans l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Ce débat des délais, c'est un débat futile. L'essentiel, c'est d'arriver à avoir un large consensus, ok, et d'arriver à appliquer cet accord-là. On ne doit pas confondre la précipitation avec la vitesse. Parce que, prends même les dialogueurs eux-mêmes, qui avaient fixé ce délai de 21 jours dans la précipitation, parce qu'il fallait arriver à l'impérium. Est-ce qu'ils ont donné les noms des membres du comité de suivi? Non, ils ne se mettent même pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas aussi... C'est de l'opposition et appris par le dialogue politique. Oui, parce que le problème, c'est l'opposition et la majorité qui doit donner, l'opposition, la société civile, qui doivent donner leurs délégués à la facilitation, et nous de la majorité à la discipline. Hein. Il y a la discipline, c'est une affaire que Aubin peut envoyer même en dormant, hein, ça passe, chez nous il n'y a pas de souci. Mais si nous sommes bloqués, il y a un problème de ce côté-là. Donc la mise en œuvre va être là, et on n'a pas besoin de jouer avec le temps. Hein, dire, mais tout doit commencer par la mise en place du comité de suivi avant de pouvoir envisager la nomination du Premier ministre en principe, issu des rangs de l'opposition. En principe, parce que le comité de suivi doit être préalable, en principe, parce que quand vous faites la mise en œuvre, il faut que le comité de suivi acte pour vous dire, ah oui, c'est conforme à ce que nous étions dit, c'est conforme. Mais, alors, donc vous comprendrez que le débat de temps, de minutes, il est futile. Hein, nous devons voir l'essentiel, voir jusqu'où ça va nous amener. Favoriser avant de vous poser la question de savoir comment vous le voyez, ce Premier ministre qui sortirait des rangs de l'opposition. Nous tracez peut-être votre portrait robot. La soixantaine des partis politiques ayant rejoint l'accord politique de la Cité de l'Union africaine vient avec une exigence du genre que ce Premier ministre devrait sortir du rang du rassemblement. Vous dites quoi? Ok. Vous savez, il vient du rassemblement. Je vous ai dit, à la tête du rassemblement, bon, vous avez un docteur en droit coutumier. Contrairement à l'exigence de ceux de l'opposition ayant signé l'accord politique. Oui. Alors, un docteur en droit coutumier, et quand vous prenez l'article 17 de l'accord, hein, qui parle du Premier ministre, hein, même du délai, on vous dit c'est sans préjudice des dispositions législatives et constitutionnelles. Donc, on ne peut pas exiger au chef de l'État. On lui fait des suggestions. Il a un pouvoir discrétionnaire pour désigner quelqu'un. Sinon, il cesse d'être chef de l'État. Donc, que ça soit
les gens du rassemblement ayant signé sans condition, que ce soit les rassemblements qui aura signé après la Cinco, que ce soit les gens, l'opposition ayant siégé au dialogue avec le président Vital Kamerhe, hein, tous ces groupes-là devront communiquer au chef de l'État leur candidature. Mais il ne rendait pas la tâche facile au chef de l'État, hein, le président de la République. Non, mais on ne peut pas être président de la République et chercher à ce qu'on vous rende la tâche facile. Son job est toujours compliqué. Non, parce que l'opinion congolaise viendrait à penser que c'est le président qui mettrait encore le bâton dans les roues de l'application, de la mise en œuvre de l'accord politique. Non, les gens connaissent bien les chefs de l'État, ils savent. Hein, et puis c'est pour ça que nous communiquons avec vous, c'est pour éclairer l'opinion. Donc, ils devront communiquer les noms et généralement, de coutume, on envoie toujours 3, 4 noms pour laisser la liberté au chef de l'État. Et le Premier ministre, parce que vous avez demandé son portrait, nous de la majorité... Avant d'arriver au portrait, cette initiative ou cette réflexion est mise il y a quelques heures par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Peut-être, bon, c'est la pensée du PALU en tant que parti politique. Il dit que le président de la République, s'il nomme un Premier ministre ici des rangs de l'opposition, il viole la Constitution. En revanche, s'il nomme le Premier ministre ici des rangs de l'opposition, il violerait en partie l'accord politique. Bon, Adolphe, il a été Premier ministre dans ces pays, il a la formation d'économiste, bon, c'est un cadre de PALU, mais il est suspendu. Sa suspension avait été annoncée aux médias et jusque-là on n'a pas su que la suspension a été levée, donc j'exclus. Hein, et la possibilité de dire que c'est ça la position du PALU, parce qu'il y a les fils Kizenga, hein, comme de l'autre côté il y a les fils Tshisekedi, hein, qui est patron et porte-parole du parti. Bon, nous disons ceci, la majorité, hein, la Constitution dit que le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire, à ne pas confondre avec la majorité présidentielle. Et même à l'époque, vous avez vu, nous avions eu Kizenga, nous avons eu Muzito. En 2006. Les Palus n'avaient pas la majorité parlementaire. Tout à fait. Ils étaient alliés à la majorité présidentielle qui avait, à l'époque, nous étions alliance pour la majorité parlementaire. Non, c'est pour expliquer seulement que ce qu'il dit là, il doit être de la majorité. Non, c'est la majorité parlementaire. Et comment est-ce qu'on identifie ça? Il y a un formateur qui a identifié la majorité. Et quand bien même le Premier ministre viendrait de la majorité, hein, pas de l'opposition, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, quand il arrive à l'Assemblée, oui, j'en viens. Quand le président de la République nomme un Premier ministre, le Premier ministre vient avec son programme à l'Assemblée nationale. Alors, quand nous votons, parce que je suis député en fonction, quand nous votons pour son programme, il a eu l'investiture. Quand nous rejetons son programme, il n'a pas l'investiture. Il retourne. Le chef de l'État a deux possibilités. Soit il change, ok, il vous désigne quelqu'un d'autre, soit il vous renvoie la même personne. Cette fois-là, à l'Assemblée, vous votez pour lui. Si vous rejetez à nouveau, là, le président de la République est coincé. Il doit absolument changer. Ou s'il tient à sa personne, il doit dissoudre l'Assemblée. Donc, dans tous les cas... Au moment où nous faisons cette émission, ce scénario n'est pas envisageable ou... Pardon? Au moment où nous faisons cette émission, ces scénarios... Non, c'est du droit et ça demeure, c'est dans nos instruments juridiques. C'est envisageable. C'est comme ça que nous disons, oui, c'est comme ça que nous disons. Ça peut arriver. C'est possible. C'est comme ça que nous disons que le portrait de ce Premier ministre, ça doit être un monsieur expérimenté, parce que les enjeux sont des tailles, il doit organiser les élections, il doit mobiliser les recettes pour financer la CENI afin que ça se passe, il doit être en mesure de maintenir la paix,
et la sécurité, parce que sans la paix et la sécurité, nous avons des problèmes. Hein, vous voyez tout ce que nous avons à l'Est. De trois, il doit être capable d'avoir une très bonne relation avec les patrons de la majorité présidentielle qui gère la majorité parlementaire. Parce que... C'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Les patrons de la majorité, c'est comme ça que j'ai utilisé, j'ai pas utilisé les grades, parce que la majorité présidentielle, nous avons l'autorité morale, et puis en dessous de l'autorité morale, nous avons le secrétaire général. Alors quand je dis les patrons, c'est un mécanisme à ce niveau-là, vous devriez être, parce que le secrétaire général n'est pas aussi allé ne peut pas être à contre-courant avec les chefs. Donc, je reste, parce que le chef il est au-dessus de la mêlée, on ne peut pas lui dire, c'est avec les... Non. Alors, il est chef de l'État, il est président de la République, là il est institution, bon, il est patron de la majorité, autorité morale, donc il a beaucoup de casquettes. C'est comme ça que j'ai dit, il doit être en ordre, quelqu'un qui puisse être capable de tisser une relation de confiance. Parce que qui va favoriser la cohabitation. Oui, parce que si quelqu'un vient, il dit non, avec beaucoup de triomphalisme, bon, si on a besoin de jouer à la politique politicienne, on peut désigner quelqu'un, ok, le président de la République nomme, et puis bon, on a un mot d'ordre, attendez-le à l'Assemblée, il vient avec son programme, nous le rejetons, il est KO, ok. Donc, le Premier ministre... Pas quelqu'un de conflictuel. Je ne dis pas qu'il ne soit pas conflictuel, je demande qu'il soit équilibré, qu'il soit en mesure de garder une bonne relation avec la majorité présidentielle qui gère la majorité parlementaire. Et cette personnalité, vous la voyez déjà, est-ce qu'elle est dans l'opposition ayant préparé au dialogue politique et a signé l'accord politique de la cité de l'Union africaine? Oui, il y en a, et dans la majorité, dans l'opposition plutôt, qui a pris part au dialogue, il y a des qualités. Hein. Il y a des qualités, il y a des gens qui ont géré le pays jusqu'à être deuxième personnalité de ces pays. Et vous avez cité, même s'il n'a pas signé, vous avez cité beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Mais moi, c'est un conseil que je donne. Parce que heureusement que nous avons un président très sérieux, qui ne blague pas. S'il était à l'époque de Mobutu, il donnerait carrément à Géval, et vous avez les mots d'ordre pour les rejeter. Vous les rejetez, après il prend toujours chez Géval, il prend son fils, vous les rejetez et tout, mais le président de la République n'a pas besoin de perdre le temps dans ces choses-là. Et c'est une chance que nous avons d'avoir ce président-là, sinon on s'amuserait avec les gens. Donc il voudrait, c'est comme ça qu'il a envoyé la Senco, il tient toujours sa parole. Il tient toujours sa parole. C'est comme ça qu'il a envoyé à Senco cette mission-là, et ça va. Bon, s'il y en a qui pensent qu'ils peuvent, au 19, faire du désordre ici, il se trompe. Il se trompe. Parce que vous avez vu, nous avons eu la guerre à l'Est, et on ne donnait pas beaucoup de chance. Et les M23, c'est pas la force qu'on l'a fait partir. Donc, les 19, la Constitution dit le chef de l'État reste en place. Ils font ce qu'ils veulent faire, c'est une rébellion. L'article 64 donne pouvoir à tout Congolais de faire obstruction à cette démarche-là. Et par n'importe quel moyen, parce que là, donc, ils vont attiser une guerre civile, il y aura une insurrection ici, parce que toi, si toi, tu tiens à ce qu'ils ne renversent pas les institutions, si tu as une machette, tu dois arrêter ce type-là avec une machette. Si tu as une arme, alors tu vois, c'est bête. La violence, c'est la violence. Alors, on doit dialoguer. Si ces entrefaites arrivent à Kinshasa, une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, question de société, est-ce que cette mission, par ces temps qui courent, au moment où on va passer à la mise en œuvre de l'accord politique, est opportune? Bon, je reprends ce que je détiens, ok, d'un journaliste international, mais honnête, qui était là. Alors, je ne veux pas aller dans une analyse, je vais seulement paraphraser ce que le chef de l'État a dit aux membres de la délégation du Conseil de sécurité qu'il a reçu samedi. Il leur a dit ceci. En 1960, le Congo avait connu une crise politique et les Nations Unies
était venu au secours de la République démocratique du Congo. Conséquence, sous l'appellation de l'ONU. Conséquence, le premier ministre démocratiquement élu, sous la barbe des Nations Unies, avait été déporté à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, où il avait été assassiné. Premier ministre Emery Lumumba. Aujourd'hui encore, il y a une crise politique au Congo. Nous avons une mission de l'ONU, ok? Et le chef de l'État a fait noter à ces gens-là que c'était une 13e mission du Conseil de sécurité ici au Congo et qu'il est... 13e mission? Oui. Non, je vous dis, vous avez un président très attentif. C'est la 13e mission du Conseil de sécurité ici en RD Congo. Et il leur a dit qu'il espérait que c'était la dernière mission. Donc, quand vous me demandez, est-ce que la mission était opportune? En fait, l'ONU est assise, les Nations Unies sont assises sur la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies régit les relations entre États, pas la politique intérieure d'un État. Quand nous avions la guerre à l'Est, c'est alors qu'ils devaient venir appeler le Rwanda, l'Ouganda, nous asseyons à Goma, à tout ça. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait demandé ça, ils avaient refusé, ils avaient dit que c'est une affaire entre Congolais. C'est comme ça que Mouzé n'était pas d'accord avec le dialogue. C'est quand le président Kabila prend le pouvoir qu'il acceptera ce dialogue-là de Sun City avec les rebelles. Parce que Mouzé disait non, ces gens-là, ce sont les marionnettes. Le problème, je voudrais m'asseoir avec le Rwanda, le Burundi et tout ça. Et les Nations Unies avaient dit non, on n'avait pas vu le Conseil de sécurité venir jouer son rôle qui est fixé par les instruments juridiques. Et l'Office congolais de lutte contre la corruption, l'OCEP, définit la corruption comme étant le fait de faire ce qu'on ne devait pas faire ou de ne pas faire ce qu'on devait faire. Et cette mission-là qui est venue dans une matière qui ne relève pas de leurs compétences, je pense que l'OCEP considère qu'ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Alors regardez un peu derrière. Ici chez nous, quand il s'agit de noirs, on appelle ça corruption. Chez eux, ils appellent ça lobbying. Si vous cherchez derrière, il y a eu un lobbying. Vous savez, il y a quelqu'un qui était parti de la Zambie en exil pour un problème de trafic d'armes. Il revient ici chez nous, il devient gouverneur. La Zambie nous écrit. On nous dit non, nous avons un citoyen zambien. Nous apprenons qu'il a aussi la nationalité congolaise parce qu'il est gouverneur chez vous. Il a des litiges ici de 25 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer? Vous faites bien de réfléchir à la mémoire des Congolais. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer? Et en restant gouverneur, il ne pouvait pas aller en Zambie. 3 ans après, sans doute il avait payé les 25 millions avec des dommages et intérêts avec l'argent d'ici et tout ça. Alors, aujourd'hui, il est en exil. Tshisekedi, quand il vous dit le 30 juin qu'il faut aller au dialogue, entre le 30 juin 2015 et la période de la tenue du dialogue, il y a eu le rassemblement à Javal. Vous avez vu qui était là, c'était les grands frères de ces gouverneurs-là et les gouverneurs. Et ne pensez pas que ça a été gratuit. Son grand frère lui-même aussi, il est en exil pour avoir assassiné son propre beau-frère pour une dette de 3000 $. Dimitri. Il y avait eu un procès, c'est à l'époque du maréchal Mobutu. C'est comme ça que Katebe Katoto ne revient pas au pays. Son jeune frère, il s'est retrouvé avec Chiluba, après Chiluba, en exil en Italie. Il est revenu et maintenant en exil. C'est ça leur destin. Mais que nos frères congolais du rassemblement, qui ont des petits partis peut-être ou des grands partis, puissent, pour des raisons alimentaires, s'accrocher à ces gens-là et chercher à mettre le pays à feu et à sang, c'est irresponsable. Et puis on ne va pas laisser passer ça. On ne va pas laisser passer ça. Mais nous pensons que de plus en plus avec les temps qui passent, parce que ces membres du Conseil de sécurité, il y a quand même un point positif, hein, quoique ce n'était pas une mission opportune. Quand le chef de l'État leur a parlé, j'en ai rencontré 2 ou 3 qui m'ont dit qu'ils ne pensaient pas trouver quelqu'un qui maîtrisait la matière autant que cela. Il leur a lu la Constitution, parce qu'il parle du mois de décembre.
Et ils étaient ahuris. Ils ont dit, ils sont venus sur base des mensonges des autres. Je vais terminer avec eux sur l'anecdote. De tout ce qu'ils avaient dans la tête, ils n'avaient plus rien à dire. Ils diront au chef de l'État, bon, nous avons une question juste. Est-ce que tu peux nous donner la date de l'organisation des élections? Le président s'est moqué encore. Il dit, mais c'est finalement... La réponse du chef de l'État, il a dit, mais ça m'étonne, parce que vous êtes en train de rencontrer tout le monde. Il faut poser cette question-là à la CENI. Ce n'est pas le chef de l'État qui organise les élections. Ce n'est même pas le ministre de l'Intérieur. Nous sommes un pays post-conflit. Dans les pays normaux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais nous, parce que nous sommes un pays post-conflit, il y a la commission électorale nationale indépendante. Et dans cette commission-là, il y a la société civile, il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a tout le monde. Comme ça, nous organisons ensemble. C'est à cette commission qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. Alors, donc, c'est à peu près ça. Nous pensons qu'ils vont venir parce que c'est lui qui faisait des lobbying, il disait des mensonges aux gens. Alors, il doit avoir même payé les sous. Ces gens sont arrivés, on leur a parlé, par le numéro 1 du pays, avec texte à l'appui, et ils sont partis édifiés. Ce qu'ils ont dit, ils sont rentrés édifiés. Voilà. Alors, de cette délégation, la rencontre avec le président de la République, Joseph Kabila et Kabange, un des points positifs serait notamment peut-être en phase, je crois, avec le président de la République. Il préconise un dialogue permanent. Oui, ça c'est un conseil parce que les dialogues... portent déjà en non, il y a toujours eu un dialogue permanent. Hein. Vous savez que... une explication que je peux donner quant à ça. Prenez le cas de nous qui sommes à l'Assemblée. Nous sommes l'une des rares assemblées nationales où nous partageons les postes avec l'opposition. Donc, nous faisons de facto, nous disons, bon, le président il est de la majorité, le vice-président de la majorité, et le deuxième vice-président de l'opposition, donc c'est pour qu'il y ait un dialogue permanent. Il y a même au sein des présidents des groupes parlementaires, nous sommes avec eux, nous discutons en permanence. Ça, c'est vous dire, parce que c'est un problème de sémantique. Hein. Quand on parle de dialogue politique, dialogue permanent, le dialogue permanent, vous savez, même dans le droit du travail, hein, vous devez avoir un syndicat pour qu'il y ait un dialogue permanent. Dialogue permanent, dans la loi ici au Congo, nous avions prévu le poste du porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, vous avez rassemblement, vous avez dynamique, vous avez tout ça. Ils n'ont pas été capables d'avoir un porte-parole. C'est pour un dialogue permanent. Ok, donc ce qu'ils ont dit là, c'est une porte déjà ouverte sur le plan des textes, hein, c'est prévu, mais dans le vécu quotidien, nous discutons toujours avec eux, même au niveau de commission permanente à l'Assemblée, il y a des postes qu'on a laissés à l'opposition et tout, c'est pour permettre de communiquer, on n'a pas besoin du triomphalisme, hein, le souci c'est que le pays avance, et le souci c'est que nous préservions les peu d'acquis que nous avons sur le plan économique, sur le plan des infrastructures et sur le plan social. Est-ce que ça va dans le sens de votre réflexion sur ce point précis, la demande de la mission, ou l'appel de la mission du Conseil de sécurité des Nations Unies à la responsabilité des acteurs politiques congolais? Oui. Comme vous dites à l'instant. Quand vous voyez, préservation des acquis. Il faut préserver les acquis, il faut éviter des contre-vérités, hein, raconter aux gens les 19 ça s'arrête pour tout le monde alors que la Constitution a réglé ces histoires. Des déclarations apocalyptiques. Mais heureusement installer la psychose de la peur, effrayer les Congolais. Heureusement que la population a déjà compris. Vous avez vu quand ils ont amené les jeunes gens à la mort par les pillages et tout, ils ont parlé de 100 morts. Quand ils sont allés enterrer, c'était 6 cercueils. Dans les 6 cercueils, on ne sait pas s'ils ont confiné 100 morts dans 6 cercueils. Alors vous sentez les gens qui ont besoin du sang, hein, pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Hein, et c'est grave. Est-ce que vous savez, ça j'ai tenu dans les débats, Hilary
Trump, on comptabilise aujourd'hui 4000 Noirs assassinés par les policiers aux États-Unis. Et vous avez vu l'ambassade ici, ou bien vos histoires là de Women Watch, Right, tout ça, des droits de l'homme, vous dire ça. 4000, ça ce sont les chiffres dans les débats des présidentiels là-bas. Et dans les débats, vous vérifiez, c'est vérifiable. 4000 Noirs tués par les policiers et aucun policier arrêté parce que ce sont des Noirs. Ça c'est aux États-Unis. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un président élu là-bas, il y a les manifestants, il y a eu 2 morts. Mais vous n'avez pas suivi ici l'ambassadeur dire quoi que ce soit. Donc, nous devons aimer notre pays. Nous n'avons que ces pays ici. Ce qui est regrettable, c'est que de l'autre côté, à Géval, il y a même les gens qui ont participé au premier gouvernement. Les gens qui ont participé à l'assassinat de Lumumba, qui sont au soir de leur vie, qui devaient s'amender parce que la population leur a déjà pardonné ces fautes-là. Mais ils sont apocalyptiques et c'est curieux, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas laisser passer. Alors la demande du Conseil, la même mission du Conseil de sécurité des Nations Unies tombe à pic d'après vous, s'adressant à la jeunesse congolaise, leur rappeler que la place de la jeunesse congolaise, c'est pas dans la rue, mais dans le travail, les étudiants dans les amphithéâtres, les autres dans les entreprises, l'administration publique, travailler. Oui, je pense que vous avez compris, qu'ils ont compris le message du chef de l'État. C'est comme ça qu'ils vous diront, parce que dans les pays où ils sentent que, bon, la population a raison, ils disent que la jeunesse se prenne en charge. Mais ici, pratiquement, ils démobilisent la jeunesse par rapport à l'entreprise meurtrière du rassemblement. Hein? Après avoir rencontré les chefs, après avoir accédé à la vérité, nous sommes des cultures chrétiennes, on vous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité les a affranchis. C'est comme ça qu'ils ont lancé un message à la jeunesse, en disant à la jeunesse, il ne faut pas, votre avenir n'est pas dans la rue, parce que Géval vous dit le 19, vous allez dans la rue, non, n'y allez pas. Hein? Que les étudiants restent dans les auditoires, que les autres restent sur les lieux de travail. Hein? C'est par le travail seulement que vous allez relever le défi. Parce que tu imagines quelqu'un qui a 82 ans, dont la lucidité est devenue même sujet à caution. Il vous dit non, il faut aller sur la rue parce que lui doit devenir tout ça. Hillary, aux États-Unis, dans le vote populaire, elle a eu beaucoup plus de voix que Trump. Mais la règle du jeu est telle que c'est Trump qui a été élu. Vous avez vu Hillary prêter serment chez elle à la maison? Bon, ce sont des rigolos. Monsieur Mbayo, avant de rendre l'antenne, qu'est-ce que vous avez encore envie de dire en conclusion? En conclusion, je voudrais dire ceci. La constitution que nous avons, c'est une constitution des belligérants. Dans cette constitution-là, vous avez un président de la République élu au suffrage universel sur base d'un programme, mais dont la constitution ne donne pas les mécanismes de mise en œuvre de son programme. Il est possible qu'un jour, que nous ayons un président de la République qui n'ait pas la majorité au Parlement, alors que la population l'a voté sur base d'un programme. Donc, il y a à refaire là-dessus. Nous devrions, d'ailleurs, vous suivez, pour les élections, même les Blancs, les Noirs, les Congolais, tout le monde tire sur le président. Donc, vous sentez que dans l'imaginaire collectif, on a besoin d'un président fort. On doit basculer vers un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Ça, c'est un problème. Et comme nous avons opté pour les élections à un seul tour, parce qu'à 2 tours, ça nous laissait toujours avec des fractures est-ouest. Alors, nous devrions penser qu'il y a un président de la République, un vice-président de la République, de sorte que si à un tour, le président est élu avec 20% ou 30% de voix, le second à 40 et à 22%, comme ça au moins, vous avez 72% et 52%. Vous avez un peu une majorité. Parce qu'avec cette constitution, avec notre arsenal juridique, nous risquerons un jour d'avoir un président qui passe président de la République
Et avec 20% de voix, c'est que très faible. Oui, bon, les résultats seulement avec 20% de voix parce que les autres ont 19, 19, 19. Donc voilà. Alors, ça fait que vous risquez d'avoir un président de la République qui, dont 20% de la population seulement se retrouve en lui et 80% non. Ça fait problème. Prenons la loi électorale que nous avons. J'ai fait l'exercice, vous êtes journaliste, menez les recherches. Je suis arrivé à un résultat tel que nous siégeons à l'Assemblée, nous ne représentons que 30% du suffrage exprimé. 70% du suffrage exprimé, ce sont ceux-là qui ont été éliminés. Donc, quand vous rentrez dans votre circonscription électorale, si on prend un ratio linéaire, quand vous parlez, sachez que vous avez 3 Congolais sur 10 qui sont avec vous et 7 sur 10 qui ne sont pas avec vous. Donc, la crise congolaise, c'est une crise de légitimité qui est partie de 1960. C'est comme ça que vous aviez même la crise entre Lumumba et Kasavubu. Jusqu'à Sun City, quand vous lisez le préambule de l'accord global inclusif, c'est pour résoudre le problème de la crise. Mais malheureusement, là-bas, nous avons les belligérants. Il fallait unifier les territoires nationaux. Ok? C'est comme ça que nous sommes tombés dans cette histoire de proportionnel. C'est comme ça que nous avons rédigé une constitution. À Sun City, c'était la même histoire comme celle que Géval demande, les rassemblements. Alors, ils se diront, bon, comme ça, comme le président Kabila reste, on le dépouille de tout le pouvoir. Ok? Donc, c'était les choses sur mesure. Nous devons nous regarder dans les yeux. La crise ne va pas se terminer aujourd'hui que si et seulement si nous revoyons l'arsenal juridique maintenant, parce que maintenant il n'y a pas de territoire occupé. C'est entre nous, nous pouvons rédiger une bonne constitution, nous pouvons rédiger une bonne loi électorale, parce que la loi c'était pour favoriser les minorités. Vous comprenez, entre guillemets, les RCD avaient une grande partie du territoire national, mais c'était une minorité. Alors, ça fait que vous avez cette histoire-là et la crise de légitimité demeure. Et aujourd'hui, le RCD qui avait 25% des députés, aujourd'hui il a 0 député à l'Assemblée. Mais ce sont ces gens-là qui ont décidé de cette constitution que nous avons. Vous verrez dans la constitution, par exemple, il était dit, Congolais, tout celui dont l'ethnie, les parents ou les ascendants se sont retrouvés sur ce qu'est devenu la République démocratique du Congo depuis 1885. Lisez dans la constitution ici pour comprendre. On est parti de 1885 à 1960. Et allez-y comprendre quelque chose. Nous sommes Congolais, nous devons prendre notre destin. Merci. Voilà. Monsieur Stanley Mbayou Pelessa, merci d'être passé nous voir ce soir sur le plateau des Nouvelles Donnes. Tout le plaisir et l'avantage que nous avions de partager avec vous et d'avoir vos éclairages sur les sujets d'actualité qui concernent la vie politique de notre pays. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Merci beaucoup. Désormais, vous m'avez traité en bon père de famille. Je vais revenir. Allez, on se dit à très vite. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, où que vous soyez à l'échelle de la nation ou encore à l'échelle de la planète, Nouvelle Donne, vient de se finir ce soir. Merci de nous avoir regardé depuis le début. L'invité de ce soir, monsieur Mbayou Pelessa Stanley de son prénom, il est membre de la majorité présidentielle. Son parti politique, dont il est le président national, le MIR, mouvement des indépendantistes et réformateurs. Voilà, j'ai tout dit. Merci à lui, merci pour toutes ces lumières. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes. À tous et à chacune, excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.